Bon, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Il est 17h59. On attend Jean-Michel Cohen pour 18h pour aborder le sujet de la nutrition, de l'équilibre alimentaire. Recoucou tout le monde. Recoucou Nicolas, Fred, Joss. Il est 18h. Normalement, Jean-Michel Cohen devrait être là de retour. Ah, voilà, il m'a fait une demande. Hop, c'est parti avec... Ah, enfin. C'est bon? Ah, Ouais, c'est bon. ah ouais, là on s'entend, c'est vrai. Non, non, mais je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, mais en fait, le système d'alarme de la maison s'est Ouais. mis en route, impossible de le débrancher. Il a fallu que j'aille chercher des escabeaux, que partout il y avait des haut-parleurs. Je débranche les haut-parleurs, j'ai arraché, quoi. Bon, le truc est détruit, Ah merde! bah ouais, mais c'est pas grave. Écoute, on pouvait pas passer la nuit comme ça. Il n'y avait pas d'autre système pour l'arrêter. Je pense que c'est un problème de batterie qui est usé. Donc bon, écoute, c'est pas Bon, grave. Maintenant, je suis à votre disposition. On peut y aller. super. Merci en tout cas d'être là, Jean-Michel. Est-ce qu'on peut reprendre ce que tu nous disais tout à l'heure? Parce que je vais peut-être utiliser cette vidéo sur mon Instagram. Et c'était hyper intéressant ce que tu nous disais. Et puis nous dire ce que tu fais. Tu disais que tu avais plusieurs cabinets. Parle-nous un peu de toi avant de répondre à En nos fait, questions. euh, en fait, la plupart des soignants, en réalité, ils ont été à peine confinés dans la mesure où les rythmes n'avaient pas changé. Les gens allaient le matin à l'hôpital et ils repartaient le soir. Ça, c'était pour les hospitaliers purs. Les gens qui avaient des spécificités comme moi, ils étaient appelés en renfort, mais pour faire ce qui était du domaine de leur spécialité. Moi, ma spécialité, c'est les poches de nutrition parentérale. Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes en réanimation, ce que je vous souhaite pas, vous devez manger quand même. Les pertes de poids qu'on a observées avec l'histoire du Covid-19, elles ont été de l'ordre de 10 voire 15 kilos Wow. sur des périodes de 30 jours. Pourquoi? Parce qu'un organisme qui est en réanimation dépense un maximum d'énergie et donc fatalement, il faudrait le nourrir proportionnellement à ça. Le problème, c'est qu'on est obligé de les nourrir par les veines et que si tu passes les nutriments qu'on passe, c'est-à-dire les glucides, les lipides et les protéines, il faut les accompagner avec un sérum isotonique, c'est-à-dire qu'il y a exactement la même composition que le plasma sanguin, mais tu peux pas passer 6 litres, quoi. Ah, Parce que si ah tu ouais. passes 6 litres, tu noies l'individu, il va faire un œdème du poumon. Donc le système que j'avais trouvé notamment il y a une trentaine d'années, c'était d'utiliser ce qu'on appelle les triglycérides à chaîne moyenne, c'est-à-dire des graisses qui ont un rendement énergétique très très supérieur à des graisses traditionnelles. Et donc ça D'accord. te permet, sous un faible volume, de délivrer une quantité d'énergie qui monte jusqu'à 3000 calories pour quelqu'un de normal qui en dépensait Ouais. 2400. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'en réanimation, comme vous avez dû l'entendre un peu partout, on a eu la surprise de voir que on avait 48,3% des gens qui étaient en obésité. 48,3%. Avec des gens qui dépassaient les 160, 170 kilos. Donc, ça veut dire que tu dois renourrir proportionnellement encore plus. Donc, c'est un problème arithmétique qui est extrêmement compliqué. Il faut le gérer avec précaution pour aller jusqu'à la limite où tu ne noies pas la personne et à la bonne limite pour que la personne mange. Donc voilà, D'accord. donc pas confiné parce que gestion du cabinet médical, mes activités sur les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, l'Instagram, les réponses à tous les gens qui ont téléphoné, énormément de coups de téléphone pendant cette période, Ouais. de vous tous. Il y en a sûrement certains parmi d'entre vous qui m'ont demandé des renseignements et je trouvais que ça faisait partie de la mission d'essayer de répondre au maximum de gens. Un Merci peu beaucoup. d'activité. Ah non, oui, mais un peu d'activité médiatique, mais l'activité médiatique, je l'avais mise au ralenti. J'ai trouvé relativement indécent tous ceux qui se sont jetés sur les plateaux de télévision et Ah, qu'on a vu pendant un moment tous les matins, tous les matins, tous les matins. J'en connais certains et je les aime bien, mais franchement, le matin, on avait plus besoin d'un réanimateur en plus que d'un infectiologue. Je pense à la nana, là, Madame Lacombe, qui venait nous raconter ce qu'on savait ouais. déjà et qui nous parlait à chaque fois de ses expérimentations sur des produits qu'elle connaissait. Bon, voilà, Bon. bon, ça fait partie des petites critiques. Disons que c'est derrière nous. Tout à l'heure, moi-même, je vais faire un live sur les trois réseaux, Insta, YouTube et Facebook. Ça me gonfle de parler de déconfinement. C'est la reprise du travail simplement, parce que déconfinement, il n'y aura pas Non. tant que les lieux de convivialité ils seront fermés. Je veux dire, aller boire l'apéro, aller manger au resto avec des potes, voilà, c'est pas vraiment un déconfinement pour Ouais. moi. On est limité sur un périmètre, pas pour la plupart d'entre nous, mais on est limité sur un périmètre d'environ 100 km. Donc voilà, reprise du travail. On revient tout doucement, quoi. Bon, en tout cas, pour revenir au confinement, il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids pendant ce confinement, hein. Mais je l'attendais. Au début, je le savais. Alors, premier facteur, ce qui s'est passé au début du confinement, c'est que les gens ont été stockés de la nourriture. C'est un réflexe en cas de crise, Ouais. quelle qu'elle soit.
guerre, sanitaire, etc. C'est un réflexe. Ils ont été stockés de la nourriture. Ils se sont mis dans un endroit clos et avec de la nourriture qui était à disposition. Et ensuite, manger est devenu une activité au bout d'un moment puisque ça permettait de rythmer la journée. Donc, le repas du petit-déj, le déj, le dîner, on y pense. Cuisiner, et on cuisine à la française avec des matières grasses. Donc, entre l'attraction des aliments qui étaient à la maison, plus le stress, plus le fait qu'on se mette à la cuisine, plus le fait qu'on prenne plus de repas que d'habitude, on a eu une prise de poids qui a été estimée par un organisme que je connais pas bien, mais qui dit avoir dit que c'est 2,5 kg en moyenne pour les Français. C'est vrai que moi, j'ai vu des prises de poids jusqu'à 5-6 kilos pendant cette période-là. Elle est bien naturelle. On peut se rappeler l'expérience des petits rats. Quand on met des rats dans une cage, si on leur donne que des croquettes de son, ils conservent leur poids. Quand on change le contenu de la nourriture dans la cage et qu'on leur met ce qu'on appelait, nous, les rats cafétéria, on leur mettait des saucissons, des petits biscuits apéro, etc. Les rats mangeaient plus et ils grossissaient. Et on faisait autre chose. On n'a plus le droit de le faire. On leur mettait un fil électrique autour de la queue, on envoyait des décharges électriques. Et dans la cage où il y avait les saucissons, ils mangeaient encore plus. Donc un rat stressé qui a à disposition de la nourriture, il grossit. Le rat qui avait les croquettes de son, il grossissait pas. Si on lui mettait le fil électrique, il mangeait un peu plus quand même. Après, on a inversé les cages. Et ça va être la leçon pour aujourd'hui. On a inversé les cases. On a mis des rats de la cage cafétéria dans la cage avec les croquettes de son. Ils ont reperdu du poids. Et à l'inverse, les autres ont repris du poids. Donc, conclusion, vous avez une philosophie à retirer de ça. Vous avez stocké et on peut comprendre les motifs pour lesquels vous avez stocké. À un moment donné, il faut déstocker vos placards. Il n'y a pas de pénurie alimentaire, il n'y en aura plus. Vous avez eu accès au magasin, vous l'aurez. Donc, vous allez choisir ceux qui veulent retrouver leur poids ou maigrir. Vous allez choisir ce que vous mettez dans vos placards. Vous allez travailler sur la densité calorique. Quand vous prenez des céréales, vous allez prendre des céréales simples qui ne dépassent pas 400 calories pour 100 grammes. Quand vous allez prendre des biscuits secs, vous allez essayer de prendre des biscuits secs qui tournent à 350 calories et 100 grammes, pas les crêpes dentelles à 540, pas comment ça s'appelle, les spéculoos qui sont un des pires gâteaux que je connaisse. Un des pires gâteaux, hein. En termes de composition, c'est vraiment pourri. Et pareil, pour tout ce que vous avez à la maison, vous allez recharger vos produits laitiers, vous allez oublier les crèmes dessert, vous allez mettre des produits simples, vous allez laisser un peu plus de fruits et de légumes chez vous, vous allez conserver vos conserves et vous allez apprendre à cuisiner sans matière grasse pendant quelques temps. Et on va retrouver notre poids. Mais ça faisait partie d'une des questions. Moi j'ai classifié plusieurs questions qui revenaient. J'ai Christian qui me dit pourquoi j'ai pris, là, ça répond pourquoi j'ai pris 4 kilos pendant le confinement et comment retrouver mon poids d'origine. Mais tu viens de répondre à la question en fait. Alors en plus, il y a un autre facteur qui s'est ajouté. Ça a été la sédentarité, même si vous avez fait un peu de sport à la maison. Le sport à la maison, ça remplace pas le fait que toute la journée, quand vous êtes en activité, il y a mon copain Julien Courbet qui est en train de démarrer une vidéo. Mais je lui parlerai après. Oui, vous êtes, même si vous avez fait un peu de sport à la maison, ça n'a rien de comparable avec ce que vous faites dans une journée. Même quand vous allez au bureau, vous prenez le métro, vous marchez à pied, vous marchez dans le bureau, vous revenez, etc. Donc, il y a eu un facteur de sédentarité. Oh, il joue pas de façon très conséquente, mais il s'est ajouté aux autres facteurs. Plus de nourriture, plus de temps pour la manger, une nourriture plus grasse, moins d'activité physique. Ça fait 4 kilos, ça. 50 jours, 4 kilos, c'est pas trop cher payé. Bon, ok. On a Julie qui me met, je suis au régime en ce moment et parfois je saute le repas du midi en me disant que c'est super efficace. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Alors, le nombre de repas dans la journée, c'est un truc social. Quand on regarde l'histoire de la nourriture en France, on est passé de 1 à 4 repas par jour. On a eu un repas par jour à un moment donné pour les Français. C'était au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle. Ensuite, à la belle période, il y avait 4 repas. On petit déjeuner, on déjeunait, on soupait, on dînait. Et puis, on a installé le rythme du repas à la française dans les années 1900. Et ça a été le petit déjeuner ouvrier. Mais d'habitude, il n'y avait que 2 repas par jour. C'était ça la tradition. Et le petit déjeuner, c'était le monde ouvrier qui l'avait installé parce qu'ils avaient besoin de boire du vin et de manger du pain avant d'aller travailler difficile. Ensuite, se sont engouffrés dans la brèche les acteurs du petit déjeuner, et notamment les produits céréaliers, qui étaient des produits qui venaient des États-Unis, à la base essentiellement. Et donc, ils ont renforcé ça en disant le petit déjeuner, le meilleur repas de la journée. Ça, pour répondre à la question, c'est que le nombre de repas dans une journée, c'est vraiment votre affaire personnelle. Vous pouvez prendre 1, 2, 3 repas, 4 repas par jour. C'est votre problème. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est quand vous avez l'habitude de faire quelque chose, arrêter cette habitude, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ça veut dire là, vous aurez une diminution de votre performance. Mais en soi, ne pas déjeuner le midi, ce n'est pas une catastrophe. D'accord. Voilà. Ok.
Bon. On a Julien, Jimmy et Gilles qui nous disent que pensez. Bah, d'ailleurs, il y a beaucoup de questions là actuellement sur le live sur le jeûne intermittent. Que pensez-vous du jeûne intermittent? Est-ce utile? Si oui, combien de temps doit-il durer? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Ce Alors, jeûne intermittent, l'histoire. j'en ai entendu souvent parler et Ouais. c'est vraiment intéressant que vous nous disiez, Alors, docteur. si je peux être un peu prétentieux, le jeûne intermittent, même si certains s'appellent jeûne intermittent officiel, c'était quand j'ai sorti un livre il y a 4 ans où j'avais remarqué dans la littérature médicale que 2 auteurs, et d'ailleurs assez curieusement des anglo-saxons, avaient testé l'impact d'un jeûne intermittent sur 16 heures, 18 heures et 24 heures. Ouais. Autrement dit, on disait pendant 16 heures abstinence alimentaire, 18 heures abstinence alimentaire, 24 heures abstinence alimentaire. Mais dans ce jeûne intermittent, pendant les 8 heures, 10 heures ou 24 heures qui vous restez pour manger, on gardait la même quantité d'énergie absorbée. Et on a remarqué que c'était le jeûne intermittent de 16 heures, donc le jeûne de 16 heures, qui donnait la meilleure performance en termes de perte de poids. Autrement dit, si je suis un régime, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un régime traditionnel pour un mec à 1600 calories. Si je lui donne ces 1600 calories en 8 heures et que je le laisse abstinent alimentaire pendant 16 16 heures, heures, ouais. alors il aura un meilleur résultat que s'il mange ses 1600 calories en 24 heures sur 3 repas. Et Alors pourquoi? pendant les 8, juste parce que ça mobilise, apparemment, il y a une mobilisation plus forte des triglycérides quand il y a une D'accord. abstinence alimentaire de 16 heures, mais quand elle est de 20 heures ou de 18 heures, à ce moment-là, on mobilise plus le sucre qui est dans le muscle. Donc, ça a été la surprise d'ailleurs, parce qu'on aurait pu, intellectuellement, on avait envie de se dire ça marche mieux 24 heures de jeûne que 16 heures de jeûne ou 20 heures de jeûne. Eh Ouais. bien non, c'était un jeûne de 16 heures. On peut le faire tant qu'on veut. Pourquoi? On est en pleine période pour certains du ramadan. Que font les mecs pendant le ramadan? Et vous allez voir que le jeûne intermittent, c'est plus facile. Ils arrêtent de manger à partir de 6h30 du matin et ils recommencent à manger à 20h50, je Ouais. crois. Je crois que c'est à peu près ça. Grosso modo, ils font un jeûne intermittent de 15 heures. Mais eux, il est dur parce qu'ils n'ont pas le droit à la moindre boisson. Tandis que dans un jeûne de 16 heures, on peut boire de l'eau, du café, du thé, des bouillons même, mais pas de légumes. On laisse les légumes de côté. Donc, on peut le faire tant qu'on veut. Moi, je m'en sers sur Savoir Maigrir, mon site de coaching. Je m'en sers quand je veux donner un coup de boost à un amaigrissement. On connaît tous ça pendant un amaigrissement. À un moment donné, il y a un ralentissement. À ce moment-là, je fais démarrer le jeûne intermittent. Je le fais démarrer entre 24 heures et 48 heures, entre 48 heures et 72 heures. Et là, ça redonne un coup de fouet à l'amaigrissement. Donc voilà, c'est un truc assez banal. Souvenez-vous simplement que c'est pas parce que c'est jeûne de 16 heures que pendant les 8 heures qui vous restent, vous devez doubler ce que vous mangez d'habitude. Ouais, parce que l'homme, enfin, j'y connais, enfin, tu connais mieux que moi, mais c'est 2500 kilocalories pour un homme pour une journée, c'est ça? Alors, la moyenne, c'est 2004 pour un homme et 2000 D'accord. pour une femme. La variation, elle s'opère en fonction de l'âge de l'individu. Plus tu vieillis, plus il faut réduire cette valeur calorique parce que Ok. tu perds de la masse musculaire et c'est la masse musculaire qui fait la dépense d'énergie. Le sexe, c'est pour ça qu'il y a 2000 pour les femmes, 2400 pour les hommes. La stature de l'individu. Je veux dire, un Ouais. mec qui fait 1m95, il mange pas 2400 calories, il va être à 2008, 2009. Hmm. Et puis, il y a aussi l'activité physique des individus. Voilà. Donc, ça varie selon les gens. D'accord. Tu disais le jeûne, on peut le faire. Le mieux, Ouais. c'est de le faire combien? On peut le faire pendant une semaine, Oh, non-stop, là, non? bien sûr, on peut le faire pendant une semaine. J'ai même des patients à moi qui le font pendant un mois. Le Oh. problème, c'est qu'il ne faut pas que ça gêne la vie sociale. Voilà. Ouais. Mais a priori, manger un déjeuner et prendre un dîner, voilà, il y a pas de rupture de la vie sociale. Simplement, entre l'heure du dîner et du prochain déjeuner, il faut vraiment 16 heures. C'est-à-dire que si Ok. vous avez mangé à 8 heures, eh ben, vous comptez 16 heures. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas manger avant midi. Mais si vous avez fini de manger à 9 heures, ça sera 13 heures. À 10 heures, ça sera Ouais. 14 heures. Ok. Ok, docteur. J'ai Nicolas qui me dit, est-ce que c'est possible de perdre du poids efficacement sans faire d'activité sportive? Ouais, Euh, ouais, ouais, sans le ouais, parce reprendre? que, ouais, bien sûr, parce que l'activité physique, elle aide à perdre du poids, mais elle ne fait pas perdre du poids. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait du sport, son comportement naturel, ça sera de récompenser de toute façon, de façon inconsciente, ce qu'il a perdu pendant l'exercice physique. D'accord. Ça se produit toujours comme ça. En plus, l'activité physique, à moins d'être un… Alors, il y a des gens qui ont une activité physique de fou. Hein, je veux dire, le mec qui fait 2 heures et demie de musculation par jour, il dépense 500-600 calories. Lui, effectivement, s'il se contente de manger peu, il va maigrir. Mais en général, il va se sentir tellement fatigué, il va avoir tellement besoin de manger qu'il va finalement finir par manger. Mais on peut maigrir sans activité physique. La preuve, c'est qu'on fait maigrir, nous,
des gens qui sont handicapés, qui sont en fauteuil roulant, des gens qui ont du mal à se déplacer pour des problèmes tout simples comme une fracture ou plus compliqués parce que voilà, ils ont une maladie auto-immune. D'accord. Il y a Esteban qui nous dit l'alimentation elle est responsable à 80% de notre perte gain de poids. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? De notre De notre perte gain de poids, de notre poids, l'alimentation par rapport au sport. Bien sûr, bien C'est sûr, quoi? bien C'est sûr, bien sûr, 80%? bien sûr. Moi Bien j'avais sûr, plus bien entendu sûr. 70%, non? Non, non, bien sûr, bien sûr. L'activité physique d'un individu standard, elle est de l'ordre de 150 à 250 calories par jour. C'est pas énorme, hein. C'est quand on fait le bilan, c'est Non? 10% Ouais. d'activité physique normale, hein. J'entends, je vais au travail à pied, je Mhm. rentre et je bouge dans ma maison. Après, elle va s'élever avec l'exercice physique. Mais en temps normal, ça représente guère plus que ça. L'essentiel de notre dépense d'énergie, j'ai fait une vidéo YouTube il y a très peu de temps, il y a une semaine là-dessus. L'essentiel de notre dépense d'énergie, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire ce qui sert à faire fonctionner, à me faire parler en ce moment, à me faire respirer, à mon cœur, chacune de mes cellules, etc. C'est ce que je dépense quand je suis allongé à 37 degrés dans un lit sans émotion. Tu dépenses Voilà, ça combien? On c'est dépense combien en métabolisme 1400 de calories. La moyenne, 1400? c'est 1400 calories. Il y en a qui ont moins de bol, c'est 1200. Il y en a qui ont plus de bol, c'est 1600. Ils peuvent manger plus. Voilà. Ok. Alors, j'ai Valentine qui me dit comment éviter l'effet yo-yo? Parce que c'est vrai qu'en fait, un régime, finalement, tu perds, tu reprends. Qu'est-ce que tu en penses, de l'effet yo-yo? J'ai toujours expliqué que dans les régimes, c'était pas la nature du régime qui était important, c'était l'accompagnement dans le régime. C'est ce qui a fait qu'il y a 13 ans, j'ai créé ce coaching parce que je considérais que c'était les régimes, il y en a partout, voilà. Plus un régime se rapproche d'une alimentation qui était la vôtre au départ, et moins il y aura d'effet yo-yo. Mais ce qu'il D'accord. faut dire de façon très honnête aux gens, c'est que le problème de poids, c'est un problème chronique et récidivant. Quelqu'un qui a perdu du poids dans sa vie, je ne parle pas de 3-4 kilos, quelqu'un Hmm. qui a perdu 10-15 kilos, il aura la stabilisation, ça dure, les gens me posent toujours la question, ça dure une vie. Ça Ah dure une vie. ouais, ah Ça veut dire ouais. qu'il faut se contrôler jusqu'à la fin de ses jours. C'est pour ça que le régime, à un moment donné, c'est un endroit où on essaye d'apprendre aux gens comment s'alimenter pour qu'une fois le régime fini, eux, ils aient leurs propres réflexes. Mais c'est clair que quand on maigrit, on abaisse la valeur énergétique de sa nourriture, que quand on a maigri, on dépense moins d'énergie. Donc, il faudra réadapter différemment sa nourriture. Et c'est ça toute la difficulté des régimes aujourd'hui. C'est pas la nature du régime. Chaque année, on a le droit à notre petit régime miracle. Il y a quelques années, c'était protéiné. Là, Ouais. récemment, c'est le keto régime. En ce moment, c'est le jeûne intermittent. Rien ne remplace les régimes de type méditerranéen, c'est-à-dire les régimes équilibrés où on mange des végétaux, des produits céréaliers, des viandes, etc. Et puis on triche un peu, c'est-à-dire qu'on va réduire de telle façon à obtenir une diminution de la dépense, de la consommation d'énergie pour faire maigrir les gens. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont interdits dans un régime ou pour manger équilibré? Alors, sans parler des petits plaisirs, d'ailleurs, ça sera une des questions de savoir est-ce qu'on peut se faire des petits plaisirs, mais est-ce qu'il y a des aliments qui sont vraiment trop gras et qui font forcément prendre du poids? Bah, tu parlais des spéculoos, par exemple. C'est horrible, j'imagine. Bah, Le le Nutella? maximum, ouais, voilà, ça c'est l'exemple type du produit néfaste. Il a deux problèmes. À la base, c'est quand même une pâte à tartiner, c'est-à-dire ça serait comme du beurre, tu devrais l'étaler sur une tartine de pain, mais on est nombreux à le manger à la petite cuillère. C'est un mélange sucre et graisse. Donc, comme c'est sucre et graisse, ben, il y a tous les effets de l'addiction. Aujourd'hui, on limite particulièrement les sucres ajoutés. Ce que j'appelle les sucres ajoutés, c'est ce qu'on appelle les sucres simples. Ça veut dire le sucre en morceaux comme vous le connaissez, Mhm. mais aussi l'arnaque marketing actuelle, c'est-à-dire sirop d'agave. Bon, sirop d'agave, c'est un sirop de sucre, hein, c'est rien d'autre, c'est de l'eau dans du sucre, du sucre dans de l'eau, le sirop d'érable. Et maintenant, on voit apparaître des sirops, sirop de bouleau, sirop de coco. En fait, tous ces produits, ça s'appelle sirop de coco parce que ça vient du coco, mais à l'intérieur, on trouve toujours les mêmes choses. Ouais. Glucose, fructose, lactose, galactose, saccharose, c'est toujours la même chose. Donc le sucre, oui, dans les régimes, c'est vraiment un problème. Et pour la santé tout court, c'est vraiment un problème, donc on le diminue. Maintenant, l'économie la plus facile à faire dans les régimes, elle porte sur les matières grasses. Parce que les matières grasses, c'est ce qui est le plus chargé en calories et c'est ce qu'on peut diminuer facilement au moment des cuissons et des assaisonnements. Ouais. Voilà ce qu'il faut faire. Mais nous, on est contre, les vrais nutritionnistes, on est contre l'élimination des choses. C'est-à-dire qu'on pense que pour être en bonne santé, il faut avoir une alimentation quand même variée. Donc, par exemple, l'huile, dans les régimes que je donne, on a 2 cuillères à soupe d'huile dans la journée. Le beurre, on en a le droit à 15 grammes.
Voilà, tu vois, on Ouais. administre ça. Les féculents, dans certains régimes, à partir de 1200 calories, on en met, mais on met 100 grammes de féculents cuits. Chez les hommes, on met 200 grammes. On essaye au contraire justement de trouver cet équilibre de telle façon à ce que les gens ne perdent pas le plaisir dans les Oui. aliments. Parce que quand tu n'as pas plaisir à manger, je veux dire, bon, tu craques, quoi. Mm. Les mecs qui ont fait les régimes protéinés, à l'époque, je me souviens, C'était j'entendais Duncan, ça. non? C'est pas Ducan? Duncan? Ouais, Ducan? c'est Ouais. ça, c'est ça. Mais une fois le régime fini, mais ils rêvaient de manger de l'ananas. C'est-à-dire, ils en Ouais. rêvaient la nuit, tellement ils avaient été privés. Donc il faut essayer d'équilibrer de façon harmonieuse. Mon vieux patron, moi j'ai eu la chance d'apprendre la nutrition avec Jean Trémolière, qui est le père de la diététique, disait le régime prudent est raisonnable. On ne peut pas être plus prudent de dire Ouais. ça. Voilà. Ouais, c'est clair. Et alors, une petite question sur les plats qu'on achète dans les grandes surfaces. Les plats en sauce, est-ce que c'est hyper gras? Est-ce qu'il faut éviter Non? les plats qui baignent dans le jus? Non, parce qu'en fait, si tu regardes bien, enfin moi je suis attentif à ça, on voit bien qu'ils ont homogénéisé les plats. En fait, la quasi-totalité des plats, ils sont entre 120 et 150 calories pour 100 grammes, la quasi-totalité. Après, les portions, elles évoluent entre 250 et 350 grammes, et ils ont Ouais. essayé d'harmoniser les choses. Le problème de ces plats, c'est que c'est de la nourriture industrielle. Ça veut dire qu'en fait, pour faire une sauce, quand tu fais une sauce avec un jus, bah, tu es obligé de rajouter des carragénates, de l'amidon modifié, puis il faut que ça se conserve en magasin, donc tu vas mettre des conservateurs. Puis pour pas mettre du vrai lait, parce que le vrai lait c'est compliqué, on va mettre Mm. de la poudre de lait. Pour pas mettre des jaunes d'œufs, on va mettre de la poudre d'œuf. Ensuite, pour malaxer le tout, on va mettre des graisses. Mais les graisses qui vont se figer, ben, c'est mieux de mettre de l'huile de panne, de coco ou de copra. Tu vois, donc on arrive à une composition de produits qui, sur l'arithmétique, elle est correcte. La plupart des plats, ils tournent aux alentours de 450-500 calories. Par Ouais. contre, la composition, des fois, ça te donne des frissons dans le dos, quoi. Tu te dis, mais j'ai bouffé tout ça. Alors, je fais attention à longueur de journée. Je vais aller acheter des pommes bio. Et puis, pendant ce temps-là, je vais aller me taper Ouais. ces trucs-là. Non. C'est des Mm. conneries. Sans compter qu'aujourd'hui, avec le Covid, je veux dire, ces plats préparés, ils posent un problème. Ils sont manipulés Pourquoi? 32 fois. Bah, ils sont manipulés quand même. Ils vont de l'entrepôt, ils sont chargés dans un camion. Ensuite, ils vont sur des palettes. De la palette, ils sont déchargés par un mec. Ça passe Le de mec main va en les main? mettre au rayon. Ouais. Le consommateur, il va, il prend un plat, hop, ça lui plaît pas, il change, et blablabla. C'est pas bien, quoi. En plus, c'est conservé dans des congélateurs. Non, c'est vraiment pas le moment, quoi. Je préfère à la limite que vous alliez chez le traiteur. Dans ces cas-là, si Ouais. vous voulez, il y a des traiteurs chez Monop, chez partout, chez Carrefour, allez chez le Après, traiteur. c'est un peu plus cher le traiteur, pas, je pense, non? Il y a des Non, gens qui c'est peuvent pas. pas se le... Non, tu penses pas? Non, je pense pas les traiteurs chics, tu vois. C'est-à-dire, je pense les trucs qui nous préparent chez Carrefour ou Casino, genre Paella Mm. ou chez Leclerc, tu vois, il y a toujours un stand sur lequel Oui, c'est tu vrai. vois une grande bassine. Voilà, c'est en général pas si cher que ça. Et à mon avis, c'est quand même plus sain que les plats surgelés. Les plats surgelés, il faut en avoir juste pour au cas où, Au cas quand où. on est en galère. Voilà. Mm. J'ai Arnaud qui me demandait, qui me parlait du jus de citron. Est-ce que alors, prendre du jus de citron le matin avec de l'eau chaude, est-ce que ça aide vraiment à maigrir? Alors ça, c'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu. C'est vrai? Voilà, le côté astringent du citron sur la langue, ça fait plaisir aux gens, ça débute, ça provoque un début de digestion. Voilà, donc c'est pas inintéressant pour débuter une digestion. Par contre, une fois que le citron il arrive dans l'estomac, il va se malaxer avec le reste et il va devenir son côté acide va disparaître, il va malaxer avec le reste. Et avec l'eau tiède, on voit pas très bien quel effet ça ferait. Si ça vous fait du bien, bah prenez-le. Il n'y a vraiment aucune raison de vous abstenir, hein. Ça vaut le jus d'orange, hein. Mais n'attendez pas d'effet magique de ça. Ça n'a pas d'effet particulier. Voilà. Mais ça fait partie de ces petits trucs comme ça qu'on trouve. Mais là, au moins, c'est pas dangereux. Voilà. Bon. Là, au moins, c'est pas dangereux. Alors le sel, en revanche, je pense que c'est un peu plus dangereux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sel? Est-ce que ça fait grossir d'ailleurs? Est-ce que c'est dangereux pour les artères? Dis-moi dis-nous un peu. Alors, il y a deux problèmes pour le sel. Un dont on parle tout le temps, c'est les artères, c'est l'hypertension artérielle. Le mécanisme, il est assez simple à comprendre pour ceux qui ont fait de la chimie au lycée. Quand vous mettez du sel dans un bac qui est séparé par une paroi et que vous avez de l'eau et de l'autre côté de l'eau et du sel, bah finalement, il y a une partie de l'eau qui va rentrer vers l'eau où il y a du sel pour équilibrer ce qu'on appelle l'osmolarité. Ça veut dire Ouais. une forme de pression. Donc, quand vous mangez trop de sel, vous avez trop de sel qui circule dans le sang, donc ça va retenir la flotte. Donc, vous aurez une pression dans vos vaisseaux qui est plus forte. C'est ça qui crée l'hypertension artérielle. Plus récemment, on s'est rendu compte que le sel, il érodait les parois de l'intestin.
Ça veut dire qu'en fait, le sel, il a un côté, quand tu mets du sel, par exemple, sur une plaie, ça brûle. Ouais. Eh ben, c'est la même chose. Quand tu manges trop de sel, ça abîme un peu la paroi de l'intestin. Et aujourd'hui, 25 à 30% des cancers sont d'origine environnementale. Et comme ça rend l'intestin plus poreux, finalement, eh bien, la diminution du sel, c'est une bonne chose pour la santé. Maintenant, pourquoi on utilise le sel? Le sel, il sert à exhauster les goûts. Ça veut dire il amplifie le goût. Donc, c'est pour ça qu'on en met beaucoup dans les conserves, dans les plats préparés. C'est pour ça qu'en Chine, d'ailleurs, on adore saler les aliments pour donner plus de goût aux aliments. Et quand tu manges avec un goût qui est exhausté, bah, tu manges plus. C'est-à-dire que ça te donne plus faim. Alors, bien sûr, ça donne plus soif. J'ai bu une bouteille de vin hier soir. Donc. Ça donne plus soif, Faut se faire plaisir, faut se faire plaisir. C'est bon le vin. mais t'as raison, j'ai partagé avec ma femme. Hein, Ben voilà. donc, Mais c'est pour ça aussi, un tiers. McDo par exemple, McDo Alors, ça a été un des grands sujets de t'en penses quoi de polémique. ça? Je pense que quand tu vas 1 ou 2 fois par mois chez McDo, tu vas pas mourir. Voilà. Je pense que le problème de chez McDo, c'est que les gens, ils choisissent comme McDo a choisi et pas comme ils choisissent. Par exemple, le pire pour moi, c'est ce qu'ils appellent les Happy Meal. Pourquoi? Parce qu'ils créent une éducation à l'enfant. Le jouet, c'est la récompense. Et tu as le repas, c'est un soda sucré, des frites et un sandwich. Alors qu'en fait, quand tu vas chez McDo, si tu regardes bien, il y a des produits qui sont corrects. J'ai créé une polémique en disant que le Big Mac, c'était un bon produit. Bah ouais, je suis désolé de faire de la peine à ceux qui ne le croient pas, mais quand vous voyez 500 calories pour un sandwich avec un rapport protéines sur lipides qui est bon, c'est-à-dire plus de protéines que de lipides, Ouais. c'est un produit correct. La viande, c'est de la viande de basse qualité, faut être honnête. Pour qu'elle soit moelleuse, ils prennent des viandes qui dépassent 20% de matière grasse. Mais Ouais. l'ensemble, la composition globale du produit, elle fait pas hurler. Elle fait pas hurler. Mais au niveau du le sucre, c'est pas un top produit. Ouais. Bien sûr, sucre. le sucre. Ouais. Mais alors, par contre, il y a des horreurs chez McDo. Il y a des horreurs. Genre. Ça veut dire, par exemple, quand ils s'amusent à faire le 250 ou je sais pas quoi, Ouais. ou les 280. énormes sandwichs. Ouais. Ouais, 280, les énormes sandwichs. L'horreur, c'est aussi les frites. Hein. Les frites, elles sont calibrées comme ils ont envie de les calibrer. À la limite, c'est mieux de prendre les potatoes chez eux. Et quant au dessert sucré, bon, ok, si tu demandes un fruit, le fruit, il fait 60 grammes. Ça n'a aucun sens. Donc, ça veut dire, et les salades, elles n'ont pas de goût. Moi, je veux bien qu'on dise aller chez McDo pour manger une salade, mais elles sont dégueulasses. Ouais. Et il n'y en a pas partout. C'est-à-dire, la salade, elle est là pour faire joli dans l'étiquette, mais il n'y en a pas partout. Ça, je suis Donc, d'accord avec toi. le process de McDo, c'est de vendre une nourriture pas chère, qui attire essentiellement les ados et les parents parce que ça leur simplifie la vie. Ils sont pas là pour notre santé, ça c'est certain. Maintenant, tu manges un Big Mac au McDo, oui, pas de problème. Tu y vas 1 ou 2 fois par mois, oui, pas de problème, fais ce que tu veux, voilà. Bon. Mais le mec qui y va tous les jours, c'est un vrai problème. Bon. Est-ce que tu peux nous donner, il y a Clément qui nous demande, est-ce que vous pouvez nous donner, docteur, un exemple de repas équilibré sur un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, genre un truc classique. Dis-nous un petit peu. Pour un homme, moi, je mettrais 1/4 de baguette, je mettrais 10 à 15 grammes de beurre, je prendrais une protéine, ça pourrait être soit une portion de fromage, soit un œuf, soit une tranche de jambon, et je rajouterais ou éventuellement un yaourt, et je rajouterais un fruit ou un yaourt. Si j'ai pris un yaourt avant, je garde le fruit, et si j'ai pas pris le yaourt, je prends le fruit. Au déj, le repas idéal, normalement, c'est de croiser les végétaux. Ça veut dire de prendre des végétaux crus et cuits. Donc, je prendrai une assiette de crudité ou de salade. Je prendrai une source de protéines, viande, poisson, œuf, fromage, volaille. Je reprendrai des légumes parce que je préfère, moi, garder. Alors, les mecs peuvent prendre un peu de féculents le soir. Les femmes, c'est pas trop conseillé parce qu'elles cherchent souvent à maigrir. Mais je garderai les féculents le soir. Je prendrai une assiette de légumes et je finirai pareil, un produit laitier, un fruit. Et je refais la même chose le soir, sauf que le soir, je rajoute un peu de féculents. Alors, tout le monde me demande toujours pourquoi je rajoute les féculents le soir. D'abord parce que c'est pas vrai qu'on stocke plus le soir que dans la journée. C'est pas vrai, ça? Ah, il y a le docteur qui a un petit problème de connexion. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends là, Jean-Michel. Non, c'est pas des féculents le soir. Tu m'entends? C'est que ça contient une petite coupure. Ça y est. C'est revenu, c'est bon. En fait, je te dis la vérité, c'est ma grand-mère qui essaye de m'appeler, du coup, ça a coupé. Bref. Ouais. Je dis, dans les féculents le soir, ils contiennent du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui va stimuler
la sérotonine, donc ça favorise l'endormissement et ça permet aux gens de dormir apaisés. Voilà pourquoi l'intérêt des féculents le soir. Mais je le répète, pour revenir à l'explication de tout à l'heure, l'essentiel de votre dépense d'énergie, c'est le métabolisme de base. Donc même endormi, vous dépensez de l'énergie. Donc c'était pas fondamental. Voilà un D'accord. exemple de repas équilibré. Bon. Et pourquoi le métabolisme varie d'un homme à un autre? Ça marche comment le métabolisme? Alors, franchement, pose la question à ta grand-mère parce que c'est une affaire de génétique. Ça veut dire que certains ont la chance de démarrer leur vie avec un métabolisme de base qui est élevé. Ça veut dire une thyroïde qui fonctionne bien et vite, une consommation d'oxygène dans les muscles qui est forte, une musculature qui est élevée dès le départ, et d'autres non. Et donc ça, c'est ton patrimoine génétique qui détermine ça, ce qui explique qu'il y a des gens qui mangent plus et ne grossissent pas, et d'autres qui mangent moins et qui Et qui grossissent. grossissent. Donc voilà. Donc on n'a Ouais. pas cette pilule magique. Le jour où on l'aura, on aura réglé tous les problèmes. Non mais c'est vrai, Bon. c'est une des voies de recherche là. Ouais. Tu nous parlais tout à l'heure, hier soir, tu disais que tu avais bu une bouteille de vin avec ta femme. Est-ce que prendre un apéro tous les soirs, ça fait un apport calorique? Est-ce qu'on doit retirer du coup dans la nourriture, enfin manger moins du coup, ou pas? Comment ça se passe? Ben, chaque fois que tu prends un apéro, en fait, tu peux considérer pour n'importe quel apéritif, même pour la bière, chaque fois que tu prends un apéro, la valeur calorique, c'est 100 calories. Il n'y a aucune différence entre vin rouge, vin blanc et champagne. D'accord. Donc, mais t'en prends des verres de 125 millilitres, donc ça fait grosso modo 120 calories. Ouais. Quand tu prends un whisky ou une vodka, on t'abaisse la ration, on te la met à 4 centilitres, parce qu'en fait, elle fait pareil, 120 calories. Pourquoi? Parce que tout se joue sur le titrage. Le titrage de la vodka est à 40, le titrage du vin est à 12 en général. Et Ouais. quand tu prends une bière normale, pas celle que je me suis achetée parce que je me suis planté, elle est à 4-5%. Et donc, à 4-5%, tu vas prendre 33 centilitres, bah, parce que c'est 3 fois moins que 12. Donc, tu peux prendre quasiment 3 verres. Et voilà. Mais bien sûr, ça fait partie de la ration calorique. La grande erreur, Ouais. c'est que les gens croient qu'il y a du sucre dans l'alcool. Il n'y en a pas dans les alcools forts, dans le vin rouge, dans le vin blanc, dans le champagne. Il n'y en a que dans la bière, le cidre et les vins liquoreux. Voilà, il n'y a D'accord. pas de sucre dans les autres. Donc l'équivalence qu'on fait, nous, sur Savoir Maigrir, c'est un fruit égale un verre de vin. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment envie de boire un verre de vin, et ben justement, toujours dans cette notion d'équilibre du plaisir, on leur dit, OK, vous allez boire un verre de vin, vous remplacerez le fruit. Maintenant, la stratégie sur les fruits, elle dépend. Les cancérologues te disent zéro alcool. Alors les cancérologues, ils sont durs. Ah Et ouais, les c'est. addictologues, ouais, c'est violent. Mais sinon, il n'y a pas de vie, quoi. Je veux dire. Hmm. Et les addictologues te disent, bon, ben voilà, l'idéal, c'est 1 à 2 verres de vin par jour. Voilà. Et les hépatologues, j'ai mon pote qui est le patron de l'hépatologie à Beaujon qui me dit, moi, je préfère un mec qui se bourre la gueule une fois par semaine plutôt qu'un mec qui boive régulièrement un verre tous les Ah jours. ouais? Voilà, ouais, ouais. C'est sa théorie vis-à-vis du foie, hein. Il pense vis-à-vis du D'accord. foie. Voilà. Moi, Non, mais c'est pas, non, profite pas pour te bourrer la gueule ce soir, non, hein. non, 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 non. En revanche, ça me manque les pots avec les potes le long de la Je suis Seine et d'accord. compagnie. Je Bah, suis d'accord. Je suis bah ouais. d'accord. Moi aussi. Moi aussi, c'était agréable. Tu vois, quand, à l'époque, à la fin des émissions de télé, là, on sortait, là, on reprendra plus la télé jusqu'en septembre, mais on Ouais. sortait vers 18h30, 18h45. On allait tous au bistrot débriefer l'émission. C'était sympa, quoi. On se buvait un petit verre de vin blanc, Ouais. on refaisait la vie, on rentrait tranquille à la maison. Voilà. C'est pour ça qu'il faut pas arrêter de vivre. Non. Il y a eu un côté dans cette histoire de confinement un peu délire, quoi. On a été peut-être un peu trop loin, C'est vrai qu'on s'est un peu arrêté de vivre. C'est clair. hein. Ouais, J'ai une question perso, Jean-Michel. Moi, je suis un grand fan de vinaigre et en particulier de vinaigre balsamique. ouais. J'adore le vinaigre balsamique, j'en mets beaucoup dans mes salades. Est-ce que c'est calorique le vinaigre balsamique ou le vinaigre tout court? Est-ce qu'il y a de l'alcool dedans et du sucre? Non, non, c'est le vinaigre balsamique, c'est un vinaigre sucré. Mais le problème, ça se rapporte toujours à la quantité. Ça veut J'en dire mets que si beaucoup, tu hein. mets, si t'en mets beaucoup, tu prends un peu de sucre en plus. En moyenne, les crèmes de vinaigre balsamique, elles sont quasiment à 50% de sucre. Mais le Ah, vinaigre c'est balsamique énorme. normal, il est entre 12 et 15. Donc ça veut dire que quand tu vas prendre 20 centilitres, c'est-à-dire l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe, tu as pris 3 grammes de sucre, c'est-à-dire l'équivalent d'un demi-carré. Ça va, quoi. Ça va? Alors, ouais, ça va. Bon. Je C'est la même regarde. chose que le ketchup, quoi. Tu vois, le ketchup, c'est un aliment tabou pour les parents. Et en fait, le ketchup, t'en prends 2, 3 cuillères à soupe. En moyenne, c'est comme si tu donnais aux gosses la moitié d'un carré de sucre ou un carré de sucre. C'est D'accord. pas énorme, en sachant qu'on leur interdit le ketchup, mais qu'on leur file des sachets de Bonbec. Ouais.
Mais faut pas diaboliser les. Faut savoir se faire plaisir. Je pense que je suis d'accord avec toi. Faut se faire plaisir et faut pas se. Ouais, ouais, Sans plaisir, en fait, tu vis pas quoi. La vie est trop ouais, courte. ouais, C'est ouais, ouais. clair. Non, mais il faut qu'on reprenne notre vie, là. Ouais. Il y en a assez. On parle, pour finir la discussion, on parlera tout à l'heure du déconfinement. Il y a Johan qui me dit, est-ce que boire beaucoup d'eau, de café, de thé dans la journée, ça aide à réguler son poids? Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que ça draine? C'est bon pour la santé. Le café est très bon pour la santé, notamment pour le foie. On a remarqué que les gens qui buvaient 3 tasses de café par jour avaient 50% de cancer de foie en moins. Putain. Le thé, c'est un diurétique, c'est bien. Et le thé vert, ça renforce l'immunité, ça a été démontré. Et en même temps, boire beaucoup, c'est une façon de limiter l'appétit des gens. Donc oui, c'est une bonne chose, oui. D'accord. Limiter l'appétit des gens, je vais rebondir. Si un jour j'ai une petite faim, enfin, moi je grignote pas, mais si un jour j'ai envie de grignoter dans l'après-midi ou à 10h30 après à 1 heure après mon petit-déj, est-ce qu'il y a des méthodes? On m'a parlé de brossage de dents, que ça a arrêté la Ouais. faim. Est-ce que t'as des, Ouais, est-ce que alors c'est des ça, conneries? non mais c'est pas des conneries, mais je veux dire, c'est des trucs pour neuneux, quoi. Ah ouais? Je veux dire, ouais, ça c'est sûr, si tu vas te brosser les dents toutes les demi-heures, c'est compliqué d'aller manger. Non, mais c'est vrai, et puis il faut avoir sa brosse à dents, son dentifrice si on est dans la rue, etc. Non, le meilleur truc, d'abord les gens qui ont faim à 10 heures, il y a deux raisons à ça. Première raison, le petit déjeuner était insuffisant, et notamment par manque de protéines. C'est souvent ça. D'accord. Donc d'où l'intérêt dans ce que je disais dans le repas équilibré de mettre un œuf, un bout de fromage ou un produit laitier. D'ailleurs, j'en profite pour dire, je fais pas la pub pour Danone, mais je trouve que les yaourts Skyr là qui sont en vente en ce moment, ils sont très intéressants pour se couper l'appétit. Et la deuxième chose, c'est que si vraiment tu as besoin d'une collation à 10 heures, bah, tu la prends, mais tu vas essayer de l'extraire du repas du midi ou du soir. Au lieu de manger un fruit à midi, bah, tu vas le manger à 10 heures ou à Hmm, 11 heures. oui. Après, il y Tu a as les appris compulsions. Oui, Dis-moi. vas-y. Dis-moi. Non, non, mais il y a ce qu'on appelle les compulsions alimentaires, c'est-à-dire les gens qui ont absolument besoin de manger par moment. Et là, on est plus dans un domaine psychologique, c'est-à-dire qu'il y a probablement un stress à calmer, quoi. Bon. Est-ce que tu penses que la majorité des Français qui ont pris 2,5 kg, 3 kilos, est-ce que ça va être facile à perdre ou pas? Mais Euh, en tentant de rééquilibrer, est-ce que ça va se faire naturellement? non, non. Ceux qui n'avaient pas de problème de poids et qui ont pris 2 kilos, ils vont les perdre sans rien faire. Ceux qui avaient des problèmes de poids et qui ont pris 2, 3 kilos, il faudra qu'ils redémarrent un régime. Ah Alors, ouais. arrêtez de vous faire gonfler la tête avec ce terme rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire, ça s'appelle simplement un régime équilibré, c'est-à-dire les régimes dont je vous parlais tout à l'heure, les régimes méditerranéens. Tous les nutritionnistes de ma trempe font ça déjà depuis 30 ans. Hein. Donc ça veut dire que c'est pas des régimes où on exclut une catégorie d'aliments, c'est pas des régimes où on mange qu'une catégorie d'aliments, c'est des régimes où on distribue un peu régulièrement de la nourriture. Donc voilà, faire des régimes équilibrés, c'est ce qui protège le plus. Donc le terme rééquilibrage alimentaire, il a été inventé pour déguiser le mot régime. Un régime, ça commence à partir du moment où on décide. Il y a quelqu'un qui a posé la question de la margarine végétale à la place du beurre. Ben ouais, si tu décides d'arrêter le beurre et prendre de la margarine végétale, tu fais un régime sans graisse saturée. C'est quand même un régime. Donc un rééquilibrage alimentaire, c'est un régime équilibré, c'est tout. D'accord. Euh, pour cette question, margarine ou beurre, margarine Oui, végétale ou c'est beurre, intéressant ça. Ouais. ouais, en fait, l'intérêt des margarines, bon, c'est une invention d'un pharmacien français qui a découvert, à l'époque, c'est Napoléon III qui voulait trouver une matière grasse pas chère, et donc il a inventé une émulsion d'huile dans de l'eau. Donc, en fait, on n'est plus sur les matières grasses laitières qui contiennent des mauvais acides gras, des acides gras saturés. On est sur une émulsion d'huile dans l'eau, donc on utilise des huiles végétales. Et comme les huiles végétales sont de bonne qualité, puisqu'on trouve dedans de la vitamine E, des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, oui, c'est intéressant d'avoir de la margarine végétale. Si je dis ça à mes potes cuisiniers, ils vont m'arracher la tête parce que bon, pour eux, le beurre, ouais, ça fait partie de la tradition française. Mais oui, c'est pas mal d'utiliser la margarine végétale. Bon, quelques dernières questions, Jean-Michel. Vas-y. Pourquoi à partir de, moi j'ai 35 ans aujourd'hui, euh, pourquoi à partir de, je l'ai senti à partir de 29-30 ans, j'ai plus de mal à me muscler, quand je fais un petit écart et que je prends un peu de poids, j'ai plus de mal à perdre du poids. Pourquoi à partir de 30 ans où on a plus de mal? Alors, au début de ta vie, quand on commence notre vie, on a ce qu'on appelle un capital de cellules souches. Ces cellules souches, elles ne sont pas différenciées. C'est des cellules, comme ça, elles se baladent. Elles ne sont pas des cellules de peau, des cellules de cœur, etc. Mais en vieillissant, quand tu vas abîmer tes cellules, ces cellules souches, elles viennent et elles vont t'aider, elles vont remplacer les cellules abîmées. Mais ce capital de cellules souches, il va s'épuiser avec les années. Et donc, plus tu vas vieillir, plus tu perds de cellules souches. C'est ce qui explique qu'on meurt. C'est qu'à un moment Ouais. donné, on n'a plus de cellules souches. Donc, quand on n'a plus de cellules souches, ben, quand la cellule du cœur, elle est abîmée,
ben on la remplace pas facilement. Et puis si jamais nos chromosomes ils commencent à dégénérer parce que les cellules souches elles peuvent pas régénérer non plus les petits bouts de chromosomes, et ben les cellules elles commencent à faire n'importe quoi et elles créent des cancers. Donc passé un certain âge, tu vas perdre de la souplesse parce que ton cartilage il va s'épuiser. Les gens rapetissent en vieillissant parce que les petits disques qui sont entre les vertèbres vont s'abîmer progressivement et donc ils ne se restaurent pas et donc ça diminue, donc on perd 2-3 cm en vieillissant. Tu vas perdre du cartilage au niveau des genoux, de l'articulation et ton muscle, si tu le dopes pas, ça veut dire si tu t'entraînes pas régulièrement pour allonger la fibre, eh ben lui aussi il décline. Voilà. Ouais. Mais je ne savais pas que tu étais une vieille bête en dégénérescence. Enfoiré. Une dernière question, Jean-Michel, et après on parlera juste du déconfinement. Ouais. Au niveau de l'indice de masse corporelle, l'IMC, est-ce que c'est vraiment 5? Est-ce que si on avait à 26, est-ce qu'on est en surpoids? Explique-nous un peu. Non, jusqu'à 25, on est normal, on est dit normal. L'indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille au carré. Ouais. Par exemple, tu fais 80 kg, tu divises par 1,70 m, tu redivises par 1,70 m, tu vas arriver à un IMC aux alentours de 20-22. Jusqu'à 25, on considère qu'il n'y a pas de problème. Entre 25 et 30, on est en surpoids. Au-dessus de 30, on est en obésité. Au-dessus de 35, on est en obésité sévère. Et au-dessus de 40, on est en obésité morbide. Ça veut dire que là, ta vie est en danger à cause de ton surpoids. Maintenant, nous, on n'aime plus trop l'IMC. On l'a vu à l'occasion du Covid. Parce qu'en Chine, il n'y avait pas d'obèses. Mais par contre, on a considéré comme obèses des gens qui avaient des gros ventres. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous inquiète plus aujourd'hui, c'est les tours de taille. C'est-à-dire qu'on préfère un mec qui a un peu de graisse partout, sur les jambes, sur les bras, dans les fesses, etc., plutôt qu'un mec qui a des membres fins et un gros bide. Ça signale beaucoup de graisse intraviscérale, c'est celle qui est dangereuse. D'accord, ok, bon. On a parlé de plein de questions, j'ai pas envie de te prendre tout ton temps, en tout cas, c'était un super plaisir. Le déconfinement, c'est demain, c'est ça? Enfin, en fait, le déconfinement, ça ne va pas commencer demain. Enfin, comment ça se passe, à ton avis? Est-ce qu'on va avoir un nouveau pic ou pas de… Non, parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Dordogne et en Vendée. C'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé. C'est ça le vrai déconfinement. Ça veut dire qu'en fait, dès que quelqu'un sera malade, on va dépister. Le mec, il est malade, on le sait, bon, ok. Mais on va dépister tout autour de lui les malades et on va les mettre le plus rapidement possible en isolement. Voilà, c'est ça le vrai déconfinement. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, à l'heure actuelle et pendant 3-4 semaines, parce qu'à mon avis, il va y avoir de la recontamination. Après, c'est un pari, hein, je ne suis pas un prophète, mais je suis persuadé que ça va à peu près bien se passer. Il va y avoir de la contamination. Il va y en avoir. Donc, simplement, là, maintenant, on est paré. Parce que ce qui s'est passé avec le gouvernement, c'est qu'au début, ils n'avaient rien. Donc, ils ont rattrapé progressivement le temps perdu. Donc, aujourd'hui, on a déjà récupéré la capacité hospitalière. Là, ce qui va être important, c'est de continuer à faire gaffe. Mettez des masques. Lavez-vous les mains, je vous répète tout ce qu'on dit, mais c'est vraiment beaucoup plus important maintenant que ça ne l'était avant. Oui. C'est maintenant que ça va se jouer. Donc, mettez des masques. Faites gaffe. Le masque protège les autres. Donc, faites gaffe que le mec en face de vous, il ait un masque. S'il n'a pas de masque, mettez-vous à distance. Les supermarchés deviennent dangereux, comme les transports en commun. C'est là où ça sera le pire. Il y aura de la contamination, mais s'ils sont habiles et s'ils arrivent à cloisonner les gens, on en a pour 1 mois et demi, 2 mois et ça va se tasser. Mais pour le moment, pendant 3 semaines, s'il vous plaît, soyez prudents. C'est maintenant que ça se joue. Hein. Avant, vous étiez confinés, vous risquiez rien. Là, ça se joue maintenant. Donc, faites gaffe. C'est juste ça. Faites gaffe à vous, faites gaffe à l'autre. Et ça marchera bien dans ce cas-là. Merci pour ce message, Jean-Michel. Du coup, merci beaucoup. Si vous avez des questions à poser à Jean-Michel, en fait, je vais poster ce petit live sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas en commentaire à poser les questions à Jean-Michel. Mille merci, Jean-Michel. Mais je t'en prie, tu avais un beau décor derrière toi. Moi, j'ai toujours mon tableau fétiche derrière. Il est très beau, ton tableau derrière. J'adore. Ouais, très sympa. C'est la scène révisitée pour un nutritionniste. Bon, prends soin de toi, prends soin de ta famille et à très bientôt. Salut les amis. Bonne soirée à tout le monde. Bisous. Ciao. Ciao.